Bon, je vais allumer parce qu'il commence à faire noir. Ouais, c'est complètement moche, mais ça marchera. Donc là, on commence à entrer dans les musiques où je prends vraiment mon pied à les écouter. Je peux les écouter 3, 4, 5, 6 fois à la suite, je m'en lasse pas du tout. Et donc parmi eux, il y a le canon andé de Pachelbel. Voilà, on retourne, dans les violons, où là, cette fois-ci, c'est un canon de 3 violons qui font tous la même mélodie, la même musique, mais en canon. Et pour ceux qui ont déjà essayé de chanter en canon, hein, avec des groupes de personnes et tout, vous savez que par moment, ça peut donner des trucs jolis à écouter, et parfois ça peut être aussi un bordel, un gros bordel inécoutable. Et le canon de Pachelbel, c'est un très joli canon. Ce canon, il est canon. Ah, voilà, cette superposition de violons qui jouent le même air, mais en décalé, c'est ça c'est ça un petit peu la particularité du violon. Si tu joues mal le violon, c'est quelque chose de très assourdissant, ça te crisse les oreilles. Mais si tu joues super bien le violon, ça rend quelque chose de magnifique. Alors 3 violons qui jouent ensemble en décalé, en canon, c'est encore plus... Ça augmente ton plaisir x3, quoi. Bon voilà, le canon de Pachelbel, c'est une musique qui est très très connue et qui a beaucoup de covers. Vous pouvez en trouver des covers sur YouTube ou sur d'autres plateformes, mais t'en as beaucoup où c'est pas du tout un canon en fait. Ça reprend juste l'air principal du canon de Pachelbel, mais c'est pas du tout un canon. Au piano et tout, au piano. Je sais pas si au piano, si tu fais 3 pianos qui jouent ensemble, ça fait quelque chose de bien. Faut forcément des cordes pour jouer le canon de Pachelbel. Les cordes, c'est plus... Comment dire ça? Remarque, le piano, c'est un instrument à cordes aussi. Mais c'est particulier. On va dire les instruments à archer, on va dire. Hein. Donc violon, violoncelle, contrebasse, tout ce que vous voulez. Ouais, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que dans les covers avec d'autres instruments, ils sont obligés de faire seulement une seule, l'air principal du canon sans faire un canon, parce que au piano ça serait pas génial, à la guitare aussi, et puis bien d'autres instruments. Peut-être que les instruments avant peuvent faire le canon de Pachelbel, mais j'en ai pas vu des covers. Voilà, le canon, ça se joue et ça s'écoute seulement avec des violons. Les violons rend le canon vraiment, vraiment beau, vraiment sublime. Ouais, voilà, il sublime le canon. Je pense pas que d'autres instruments rivaliseraient avec les violons. Remarque que cette version-là, elle est plutôt classe. Ah, là, c'est de la musique que tout le monde a au moins entendu une fois, à la télé, ou dans un mariage, ou alors, lors d'une promotion d'élèves aux États-Unis. Mais ouais, Pomp and Circumstance d'Edouard Elgar. Donc cette composition est composée de 2 parties. La première qui est la composition de Pomp and Circumstance, et la chanson Land of Hope and Glory, que les Britanniques adorent fredonner très fièrement, ce qui rend certaines interprétations de cette chanson-là très émouvantes.
quand c'est chanté en chœur, ça rend cette chanson vraiment très, très prenante, très magnifique. Et c'est une des musiques classiques qui ont réussi à me faire tirer une larme, une petite larmichette. Parce que c'est beau à entendre, tellement beau que tu te lâches. Disney a fait une version de Pomp and Circumstance dans Fantasia 2000. On va encore parler de Fantasia, bien sûr. Qui est plutôt bonne. Qui est plutôt bonne. Je vais pas parler du court-métrage de l'animation avec Donald, mais je veux parler de la musique où il y a des chœurs, mais ils chantent pas les paroles de Land of Hope and Glory, ils chantent, il la fredonnent en fait. Et ça rend la chanson encore plus émouvante en fait. Quand il n'y a pas de paroles, t'as juste l'air de la chanson. Ça rend la chose encore plus émouvante, quoi. Et donc là, j'ai vraiment... Pomp and Circumstance, bah, elle est surtout célèbre pour la chanson Land of Hope and Glory. Tout le monde l'a entendu au moins une fois, hein, quand on regarde des films américains où t'as des élèves qui font leur promotion, leur remise de diplôme. On entend toujours cette musique-là. Il a été utilisé aussi pour la marine britannique. Je ne sais pas s'il a été composé à l'origine pour ça, mais il a été utilisé par la marine britannique quand ils s'en allaient faire la guerre pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, si vous-même vous aimez la musique classique, écoutez Pomp and Circumstance et vous allez voir, il va y avoir des choses qui vont se passer à l'intérieur. Ah, Tchaïkovski. Vraiment, c'est un mec qui avait du talent. La spécialité de Tchaïkovski, c'est de raconter des histoires. Raconter des histoires sans parole, sans dire un seul mot, seulement qu'avec de la musique. Écoutez Le Lac des Cygnes, écoutez Casse-Noisette. Vous allez écouter de la musique, vous allez écouter la musique et dans votre tête, vous allez vous créer une histoire parce que la musique arrive à te faire raconter une histoire, peu importe ce que vous allez vous imaginer dans la tête. Il va y avoir une histoire qui se construit là-dedans. Un petit peu comme dans L'Apprenti sorcier de Paul Dukas. Voilà, il y a une histoire qui se construit au fil de la musique, au fur et à mesure de la composition. Et Tchaïkovski, c'est le maître en la matière. Raconter des histoires avec la musique. Avec seulement de la musique. Et je vais pas vous parler du Lac des Cygnes ou de Casse-Noisette. Je vais plus vous parler de l'ouverture de 1812. Parce que l'ouverture de 1812, justement, c'est l'exemple même du mec qui raconte une histoire avec une musique. Sauf que dans l'ouverture de 1812, là, ça raconte l'histoire d'un événement historique qui est la victoire des Russes contre l'armée napoléonienne. Pendant toute la chanson, ça raconte l'histoire de cette guerre, de la campagne de Russie, menée par Napoléon, du point de vue des Russes, des soldats russes, de la population russe. Et chaque partie raconte un événement de cette campagne de Russie. Au tout début, c'est une musique lente, très lugubre, très oppressante, inquiétante, parce que c'est la déclaration de la guerre, c'est l'armée napoléonienne, putain c'est chiant à le dire ça, c'est l'armée de Napoléon qui entre dans la Russie par la rivière, je sais plus comment il s'appelle. Donc c'est l'entrée de l'armée française de la Russie. Du coup, après, on présente les deux armées différentes par deux leitmotivs. Le premier leitmotiv, c'est l'armée russe. Taratata, taratata,
Voilà, c'est le leitmotiv qui représente l'armée russe et l'armée française. Tiens, j'ai déjà entendu cette heure quelque part. Et voilà, et donc on a ces deux leitmotivs qui s'affrontent tous les deux, comme si c'était deux armées, l'armée française et l'armée russe, qui se foutent sur la gueule. C'est deux leitmotivs qui se foutent sur la gueule. Mais au milieu de la musique, le leitmotiv de l'armée française est plus présente, parce que au début de la campagne de Russie, l'armée française avançait, parce qu'ils étaient en surnombre, ils étaient 500 000 soldats à marcher sur la Russie, et du coup les Russes, ils hésitaient à les affronter et tout, c'était un petit peu très hésitant, et ils ont marché jusqu'à Moscou. Et puis après, à la fin, ça devient plus joyeux, plus gai, plus entraînant, parce que c'est le retrait des Français sur Moscou, et du coup les Russes en ont profité pour les attaquer, et du coup c'est le recul, c'est l'avancée des Russes dans les lignes françaises, et là c'est une explosion de cuivre avec des cloches et des canons. Les canons sont utilisés comme instrument de musique. C'est chaud, quoi. Les canons qui symbolisent les canons russes qui ont sauvé l'armée russe, parce que les Français, eux, n'en avaient plus, ils n'arrivaient plus à tirer les canons parce que les chevaux mouraient de froid. Parce qu'en Russie, parce qu'ils sont tombés dans un hiver, mais vachement froid en Russie. Et voilà, les chevaux mouraient de faim et de froid, donc ils pouvaient plus tirer les canons. Du coup, les Russes en ont profité pour les décimer. Et l'ouverture de 1812, ça raconte l'histoire de la campagne de Russie. Clairement, ça raconte l'histoire de la campagne de Russie. Quand je l'ai écouté les premières fois et que je savais pas vraiment que ça parlait de ça, j'ai reconnu quand même la Marseillaise dans le leitmotiv de la France. Donc je m'étais dit, attends, ça parle de ça. T'as des canons, donc tu te dis, ça parle d'une guerre et tout. Et vu que tu sais que Tchaïkovski est russe, tu te dis, c'est un affrontement entre les Russes et les Français. Non, mais clairement, ouais. Donc oui, ça, même si tu connais pas l'histoire de la campagne de Russie, tu t'imagines quand même que c'est un affrontement entre Français et Russes. Et le final de cette ouverture de 1812, vous l'avez sans doute entendu grâce à ce film-là. Et c'est une réutilisation de la musique de Tchaïkovski qui est dantesque, quoi. Ça rend les explosions d'édifices complètement épiques, quoi. T'as le plaisir de voir le Houses of Parliament en train de partir en éclats, quoi. Bref, si vous connaissez pas la musique classique et que vous voulez commencer sans vous ennuyer, écoutez Tchaïkovski. Tchaïkovski, c'est le mec qui arrive à raconter des histoires sans dire un seul mot, juste en jouant de la musique. Et enfin, la 9e chanson que j'ai sélectionnée, c'est la 9e symphonie de Beethoven. Oh! Coïncidence? Je n'en pense pas. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la 9e symphonie, parce que moi-même je mélange les différentes symphonies, la 7e, la 9e, la 5e, tu sais pas trop lequel que c'est. La 9e symphonie, c'est là où il y a la chanson L'Ode à la joie, l'hymne à la joie, qui est utilisé comme hymne pour l'Union européenne. Et je vous disais que Beethoven, c'est mon compositeur préféré. Oui, c'est clairement mon compositeur préféré.
parce que vraiment, c'est un mec qui a expérimenté des trucs mais inimaginable à son époque. Et Beethoven, c'était même pas un compositeur de l'ombre. Vous savez, ces compositeurs qui écrivent des belles chansons, mais qui ne sont pas connus, qui sont connus qu'après leur mort, un petit peu comme les peintres. Mais non, vraiment, Beethoven, c'était un mec qui était vraiment très célèbre, très connu, qui faisait des concerts. Et Beethoven, c'était un gars qui unifiait les peuples, qui unifiait le peuple allemand. Et du coup, Beethoven avait composé cette neuvième symphonie pour unir le peuple allemand. Et cette neuvième symphonie, quand tu l'écoutes, ça te donne de la joie, ça te donne de l'espoir. Voilà, c'est l'hymne à la joie, quoi. C'est une musique qui porte vraiment très bien son nom. Il t'inspire beaucoup de gaieté, de joie. Et c'est vraiment beau, putain. Et donc, dans cette neuvième symphonie, parlons de l'hymne à la joie, qui est une chanson chantée intégralement en allemand. Et je comprends que pour beaucoup de personnes, l'allemand, c'est une langue très particulière. Voilà, j'en ai entendu certains dire que l'allemand, ça ne se parle pas, ça se vomit, ça se régurgite, ça se rote, c'est une langue très gutturale. Voilà, c'est pas comme nos langues latines comme le français, l'espagnol, l'italien qui sont très dans les voyelles, quoi, c'est très qui sont très harmonieuses, alors que l'allemand c'est très ça se parle très avec la gorge, quoi. Et pourtant cette chanson, l'hymne à la joie, elle rend la langue allemande magnifique. Wir betreten feuertrunken himmlischen ein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng getrennt. Alle Menschen werden Brüder, und ein sanfter Flügel weht. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng getrennt. Alle Menschen werden Voilà, quand t'entends un baryton allemand chanter une chanson pour la paix entre les peuples, et quand t'entends ce chœur d'Allemands qui chantent tous à l'unisson, voilà, ça rend la langue allemande très, très harmonieuse. Voilà, et puis quand on voit les paroles, bon, je maîtrise pas encore l'allemand parfaitement, mais bon, voilà, quand tu vois la traduction de l'hymne à la joie, vraiment, ouais, ça appelle les peuples à vivre tous ensemble dans la paix. Et voilà, c'est pas pour rien que l'Union européenne a choisi cette chanson-là pour l'utiliser comme hymne national, comme hymne, même si l'Union européenne, ça a été créé surtout pour l'économie, pour l'économie, ça a été aussi créé pour la paix entre les différents peuples de l'Europe, pour la paix en Europe. Ce qui aujourd'hui, voilà quoi. Voilà, la 9e symphonie, je pense qu'il avait écrit ça pas très longtemps avant sa mort. Voilà, je pense que la 9e symphonie, c'est la plus belle symphonie qu'il a composée. Bon, même si la 7e et la 5e symphonie sont vraiment magnifiques elles aussi. Mais voilà, ma préférence, c'est la 9e symphonie. Écoutez-le en entier, et vous allez voir, vous allez avoir envie de serrer vos amis dans vos bras.
Et c'est ainsi que se termine cette première playlist de Pliskin, et il y en aura d'autres. Vous n'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour savoir ce que vous en pensez de ce nouveau concept. N'hésitez pas à partager pour faire connaître cette vidéo dans votre entourage, à mettre un petit pouce bleu pour montrer votre enthousiasme, et n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos dans d'autres domaines différents. Et voilà, donc sur ce, je vous dis ciao, à la prochaine. Elysium, wir betreten feuertrunken himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt. Deine Zauber binden